Dimanche 1er juin 2014. Merci de votre fidélité. Avec nous dans le studio 2 de la RFM, nos invités Felwine Sarr, universitaire, écrivain et doyen des facultés. Bamba Ndiaye, journaliste et ancien ministre chargé des affaires religieuses sous Abdoulaye Wade. Merci monsieur d'avoir accepté notre invitation. Vous le savez bien, depuis plus d'une semaine, l'actualité, c'est le livre d'Omar Sankaré. Ce livre qui est intitulé Le Coran et la culture grecque. Beaucoup de passion autour de ce livre qui est sorti, un peu partout des fatwas qui ont été décrétés contre Omar Sankaré. Felwine Sarr, quelle appréciation déjà faites-vous de cette effervescence autour de ce livre? Je te remercie Alassane. Donc je me dis que déjà c'est très révélateur de l'état dans lequel nous sommes. Donc voici un universitaire qui se saisit d'un objet, qui le traite, et qui tente donc de son point de vue de relever un certain nombre d'analogies liées à des mythes grecs qu'il aurait retrouvés donc dans le texte coranique, qui va à une émission de télévision pendant 1 heure, donc qui s'explique sur le texte, en prenant le soin, parce que c'est important de le signaler, de s'inscrire dans une tradition religieuse, donc de dire déjà qu'il était croyant, de s'inscrire dans la tradition de la Tidjania, en disant que Seigneur Abdou Aziz Sy, il mettait le livre sous son sceau, qui était un connaisseur de Platon et de Lucrèce. Je reviendrai encore sur ces précautions oratoires. Et le livre soulève un tollé, on propose des autodafés, on voue aux gémonies l'écrivain de ce texte, et la majeure partie des individus n'ont pas lu le livre. On ne lui oppose pas des arguments de raison, on ne lui oppose pas des arguments critiques sur le terrain dans lequel il s'est engagé. On appelle à l'interdiction du livre, on édicte des fatwas, et on lui met une telle, je dirais, pression psychologique qu'il en vient à s'excuser. Donc, et sa famille en vient à s'excuser, et sa famille en vient même à demander le retrait du livre. Donc, 2 constats. Premier constat, nous sommes censés être dans une société ouverte et tolérante. Ces débats ont eu lieu dans le champ de l'islam depuis très longtemps. Les Moutazidites ont eu ce genre de débats. On a connu dans l'histoire de l'islam énormément de débats autour du statut, de la nature, des thématiques qui sont dans le texte. Et pour la majeure partie des gars, ce sont des débats qui se sont faits dans la sérénité et dans un esprit d'acceptance de la pluralité et du débat, d'une part. On est au XXIe siècle au Sénégal et nous ne pouvons pas avoir ce débat de manière sereine. Deuxième élément d'appréciation, ça veut bien dire que dans l'espace du débat qui doit être le nôtre, il y a des sujets qui sont tabous. On a perdu un espace et qu'un universitaire, pour, je dirais, faire son travail, n'a pas la latitude de se dire je peux exercer mes compétences, ma raison que j'aurais choisi. Et je dois m'attendre en face à ce que j'ai un débat contradictoire, mais pas qu'on me voue aux gémonies, pas qu'on appelle à des autodafés, et pas qu'on soit dans une exceptionnelle intolérance du point de vue de ce que je raconte. Et ce qui est le plus frappant de son point de vue, c'est que l'espace du débat et de la confrontation qui aurait dû avoir lieu n'a pas eu lieu, en fait. Et la majeure partie des individus, quand on les interroge, ils disent ne pas avoir lu le livre, ils disent s'être fondés sur ces déclarations dans l'as ou ce qu'ils auraient reçu de ce que les journalistes auraient dit. Oui. Bamba Ndiaye, pourquoi ce temps tout, on peut pas d'enthousiasme autour du livre, pourquoi ce tollé autour du livre de Omar Sankaré? Oui, moi je crois, Alassane, que c'était prévisible et c'était normal. Et quand je dis cela, j'en reviens même aux propres déclarations de l'auteur. Il dit lui-même qu'il y a quelques années, il avait fait une déclaration pareille en Algérie dans un séminaire et on a failli le lyncher, c'est lui-même qui l'a dit. Et il a fallu lui envoyer des gardes dans son hôtel pour assurer sa sécurité. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, il a lui-même dit aussi que ses parents et amis lui avaient conseillé qu'il a écrit le livre depuis très longtemps. Mais ses amis lui avaient conseillé de ne pas le publier parce que ça risquerait de semer des troubles. Alors, à partir de ce moment, je crois que lui-même a préparé le terrain de tout ce qui est arrivé après. Parce que quand lui-même donne ces éléments, moi je ne savais même pas qu'il avait des problèmes en Algérie, je n'en avais jamais entendu parler. Je ne savais pas non plus qu'il avait écrit le livre depuis très longtemps et que ses amis lui auraient conseillé de ne pas le publier. Mais c'est lui qui nous l'a appris.
Alors, ceci dit, moi personnellement, j'ai lu le livre. Quand on m'en a parlé, j'ai dit à celui qui m'en parlait, il me demandait de produire une réponse. Je lui ai dit, je ne peux pas répondre tant que je n'ai pas lu le livre. J'ai d'abord commencé par écouter à YouTube l'émission qu'il a faite dans l'émission Entretien avec Sadakan le 14 avril 2014. Je l'ai écouté intégralement. Puis j'ai lu le livre de A à Z avec annotation. Et j'ai fait une contribution publiée par Le Témoin et Le Quotidien. L'As, j'ai fait un entretien avec l'As. Et j'ai demandé partout et toujours qu'il y ait un débat contradictoire entre nous. Donc, jusque-là, les gens l'invitaient à un débat. Moi, je crois aussi qu'un universitaire, quand il se donne la liberté d'écrire sur un sujet, n'importe lequel, pour moi, il n'y a pas de sujet vraiment tabou, il doit aussi avoir le courage universitaire d'affronter ceux qui en savent quelque chose. D'autant plus que, il faut qu'on nous excuse dans ce domaine, je crois que aussi l'espace universitaire, c'est vrai, c'est un espace de liberté et de franchise, mais aussi c'est un espace qui respecte les spécialisations. À partir du moment où on sort quelquefois de son domaine de spécialisation, on est dans un terrain glissant. C'est ce que Omar Sangaré a fait carrément. Parce que, c'est vrai, c'est un latiniste, tout le monde lui reconnaît. Un spécialiste, le deuxième agrégé après Senghor en grammaire française, il connaît le grec, mais malheureusement, il ne maîtrise pas le texte arabe. C'est là où se pose le problème. Le texte arabe mis de côté, il y a aussi le Coran, qui est un autre texte très compliqué. Non seulement compliqué, et ça aussi n'importe quel universitaire doit le savoir, qui est presque le credo, le fondement du credo de plus d'1 milliard de personnes. Donc là, tout le monde doit savoir que c'est un sujet, je ne dis pas tabou, mais très sensible. Oui, quand on parle de deux sujets est-ce qu'il n'aurait pas fallu Felwine Sarr opposer à Omar Sangaré? Mais on l'a fait, moi je vous dis moi personnellement. Pas vous seulement, il y a eu beaucoup d'autres gens qui ont entendu parler dans le débat. C'est pourquoi peut-être qu'ils n'ont même pas lu le livre et ils n'ont pas opposé des arguments. Ça c'est pas tout le monde, ça aussi, voilà, c'est pourquoi, c'est ça que je voulais rectifier. Parce que là aussi, il ne faut pas généraliser. Beaucoup l'ont lu, moi personnellement je l'ai lu, il y a un magistrat qui l'a lu, qui m'en a parlé, il y a d'autres personnes, je sais, qui l'ont lu. Donc, ce n'est pas le cas de tout le monde. Ceux qui ont répondu, il y a eu beaucoup de réponses dans les journaux. Les gens ne font pas attention. Mais les gens ont répondu à travers la presse, les gens ont répondu à travers les télés, dans des débats. Tout ça, c'était des débats. Mais je crois que la meilleure manière, son attitude aussi a contribué à effectivement semer ce tollé. Parce que quand tu parles de l'islam, tu touches tous les musulmans, hein, les intellectuels et les non-intellectuels. Quand maintenant tu parles de l'islam et tu t'enfermes dans une tour d'ivoire, tu refuses le débat, en ce moment, toi-même, tu crées des problèmes. Je crois que s'il avait accepté dès le départ d'affronter des gens qui acceptaient de parler avec lui, d'échanger, je crois que ça aurait pu contribuer à faire un dégel. Mais il ne l'a pas voulu. Même pas plus tard qu'avant-hier, moi je passais à 2STV, je demandais à ce qu'il y ait un débat entre nous. Je ne savais même pas qu'il était là-bas quand je parlais, mais il a fallu qu'on organise le débat d'une autre manière. On me fait parler en solo et après il vient en solo. Je crois que lui, en vérité, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Il a produit une œuvre certainement universitaire, mais il n'a pas eu le courage de l'assumer. Ça a posé un grand problème. Maintenant, à l'intérieur du livre aussi, il y a des problèmes quand même très sensibles qu'il a abordés. Et vous le savez, vous en avez parlé. Il y a eu à l'époque des débats entre Mu'tazilites, entre d'autres, les Khawarij même. Mais ces débats ont conduit aussi, quelquefois, à des difficultés. Mais le débat entre Mu'tazilites, c'était un débat entre des savants, des gens qui maîtrisaient la matière, qui en parlaient entre eux. Donc ça, on peut l'appeler un débat intellectuel. Mais maintenant, je crois que ce n'est pas encore le cas de il y a eu aussi des appréhensions. Il y a beaucoup de gens, peut-être qui n'ont pas de livre comme Baba Ndiaye, qui ont parlé plus pour des intérêts peut-être personnels par rapport à ce qu'ils attendent peut-être aux réponses qu'ils donnent à Sangaré, que des gens qui ont effectivement lu pour lui opposer de ce que le Coran a dit. Il y a eu deux choses importantes. La réaction majoritaire a été celle de le vouer aux gémonies. Oui, il y a eu des intellectuels, il y a eu des religieux, il y a eu des citoyens qui ont voulu un débat. Khadim Mbake a répondu, il y a eu un certain nombre de textes, mais ils étaient minoritaires dans la masse des réactions, ou en tout cas dans la masse des réactions que la presse a relayées. On a suivi de très près. Donc ça, c'est très important de le dire. Deuxième élément,
je ne maîtrise pas son agenda, mais je crois savoir qu'il était absent du territoire sénégalais. Il était au Togo, au cœur de la polémique, parce que nous-mêmes, nous avons essayé de le joindre et il n'était pas là. Alors, ce que je note, c'est que mon interlocuteur vient de dire, c'est un universitaire, mais attention, il est sorti de sa spécialité. Donc, c'est un terrain glissant. Donc, pour qu'il y ait débat, il faut que ce soit un débat entre des gens qui savent ou qui maîtrisent la matière. Je ne suis pas d'accord. Justement, c'est un universitaire, il prend sur lui la responsabilité de produire une réflexion sur ce sujet-là. Si on estime qu'il ne sait pas assez, qu'il n'est pas assez documenté, c'est l'occasion de le démontrer à travers un débat. Cette idée de dire qu'il y a des questions qui sont réservées à certains champs de spécialité, à certains domaines et pas à d'autres, non, le religieux est très important. Le religieux, c'est une question qui doit être prise en charge par ceux qui estiment avoir un intérêt et ceux qui estiment avoir des arguments intellectuels à apporter. On n'est pas obligé d'être, donc d'avoir fait Al-Azhar, d'avoir fait un certain cursus bien précis. On peut avoir une culture sur cette question-là profonde, articulée, longue, même sans connaître la langue arabe. Ça arrive, ça existe. Des gens qui ont une grande culture de cette question-là. Et le fait de dire ce débat-là, on le réserve à certains qui auraient la légitimité de le mener et d'autres pas, me semble restrictif. Tout ce que l'on demande, c'est que le débat, justement, se fasse sur la base des arguments. Si l'universitaire n'est pas assez outillé, ben, ces arguments se verront démontés par ceux qui sont plus outillés que lui. Mais l'idée de dire, il y a une chape réservée, il y a un domaine réservé à nous autres et à vous autres, on peut avoir une approche anthropologique du religieux, une approche sociologique du religieux, une approche philosophique du religieux. Je veux dire, on peut avoir une approche science humaine et sociale du religieux. Les outils intellectuels, méthodologiques, didactiques dont nous disposons aujourd'hui, au début de ce 21e siècle, sont plus importants que ceux qui existaient avant. Les exégèses, les tafsirs, ils se renouvellent avec les connaissances des sciences dites profanes. Un savant à qui on aurait demandé quel est le meilleur des tafsirs, il n'a pas répondu Ibn Kathir, il n'a pas répondu Suyuti, il a dit ton propre cœur intime. Je veux dire, on peut même aller au-delà de l'appréhension par les détenteurs d'un savoir sur cet objet-là. La question du religieux, elle est trop importante pour être la chasse gardée d'une partie de la communauté. Dès l'instant que Sankaré est un universitaire, ça veut dire qu'il a un champ de spécialité, mais ça veut dire aussi qu'il a le droit de porter sa réflexion sur tous les objets en prenant en compte les précautions méthodologiques d'un travail scientifique. On peut le reprendre en lui disant, je ne rentrerai pas dans le texte, parce que justement son texte doit être l'objet d'un débat de gens qui s'estiment assez outillés. On peut le reprendre en lui disant, méthodologiquement c'est assez faible sur tel point, il y a un problème de polysémie, de sémantique que vous ne maîtrisez pas. Mais c'est des arguments acceptables. Mais en fait, la réflexion que j'ai, c'est qu'est-ce que ça dit de notre société? Qu'est-ce que ça dit de notre rapport à autrui? Quand fondamentalement, on a le sentiment que nous ne sommes pas d'accord avec lui, quelle est la réponse que nous lui apportons? C'est d'abord une question que je pose. Qu'est-ce que ça dit sur nos valeurs de société et de culture qui ont fait que, quoi que l'on dise, on a su préserver dans ce pays un vivre ensemble, une harmonie, malgré toutes les tensions qui existent. Et le Sénégal se veut être le modèle de la capacité à vivre ensemble en bonne intelligence. Où en est-on aujourd'hui quand un ouvrage de ce type soulève ce genre de tollé? Je ne parle pas, effectivement, il y a eu une volonté de la part de certains de lui répondre sur le plan des arguments. Il faut le reconnaître. Cependant, je réitère que ces voix-là, dans le tollé, ont été minoritaires par rapport à la grande réaction. On a entendu des imams vouloir faire une marche, demander le retrait de son livre. J'ai lu dans la presse qui voulait même qu'on le brûle. On a vu les réactions sur les réseaux sociaux et c'était d'une violence inouïe. Voilà, donc, et ça, à mon avis, c'est très important à relever comme étant un fait que nous devons analyser comme étant un révélateur de notre niveau de tolérance et de pluralisme dans le Sénégal d'aujourd'hui. Mais justement, Bamania, le Sénégal est connu comme étant un pays de tolérance, un pays d'ouverture et d'intellectuels qui peuvent débattre sur le plan intellectuel sur tous les cieux, dans toutes les universités du monde, et ensuite un pays où la liberté d'expression est garantie. Là, on semble donner peut-être à Sankaré sa liberté aussi d'exprimer ses points de vue. Non, loin de là. Je veux tout de suite simplement préciser à mon interlocuteur que je crois que les universitaires eux-mêmes sont les premiers à dire que tous les sujets n'appartiennent pas à tout le monde. Pourquoi part-on de l'espace universitaire? Pourquoi bénéficie-t-il de certaines franchises qui n'existent pas ailleurs? À partir de ce moment, je suis sûr que si aujourd'hui, M. Sankaré, en tant que littéraire, parlait de la médecine, produisait un livre sur la médecine,
tout de suite, il y aurait eu la réaction des médecins. On a entendu Samba Ndiaye, qui se dit même docteur Samba Ndiaye, l'autre jour, qui a été convoqué par la DIC sur une plainte déposée par l'ordre des médecins. Parce que, disent-ils, ce monsieur est en train de s'immiscer dans un domaine qui n'est pas le sien. Je crois que ça existe. Il ne faut pas rejeter ces faits. Il ne faut pas aussi ouvrir les portes à tout le monde, dire qu'on peut réfléchir sur n'importe quoi. D'accord, oui, mais quand on le fait, il faut prendre toutes ses responsabilités. Surtout quand maintenant les problèmes sur lesquels on réfléchit, c'est des problèmes religieux. Je crois que n'importe quel universitaire doit savoir en premier lieu dans quelle société vit-il, quels sont les symboles de la société, quels sont les symboles sacrés de la société. Sinon, mais on n'est pas universitaire, parce que la réflexion commence à partir de là. Mais à partir de ce moment, la tolérance dont on... Mais non, la tolérance existe au Sénégal jusqu'à présent. Il n'y a que du débat. On dit, on a entendu, mais c'est un débat, vous le savez très bien. Ça aurait été dans un autre pays, aujourd'hui, on aurait brûlé sa maison, quelqu'un l'aurait frappé. Ici, heureusement, il n'y a pas eu tout cela, il n'y a qu'un débat. Tout ce que vous entendez, un imam fait la marche de Kaolack à ici, il fait la marche. Ça aussi, c'est une expression, peut-être de son indignation. Lui, peut-être, il n'a pas la possibilité intellectuellement de répondre. Ceux qui ont, vous savez, la religion appartient à beaucoup de gens. Ça aussi, il faut en tenir compte. Quand vous touchez à un problème qui appartient à une masse, pas seulement à des intellectuels, la réponse qui va venir, c'est pas seulement la réponse des intellectuels. Chacun va répondre par ses moyens. Les intellectuels qui peuvent intellectuellement débattre avec vous vont le faire. C'est ce qui a été fait. Moi, je fais partie des premiers, à part le magistrat, qui ont produit des contributions. Moi, j'ai répondu par l'écriture. Je lui ai démontré effectivement par l'écrit que vous êtes trompé là, ça c'est une erreur, ça n'existe pas, etc. Et j'attendais la première fois quand on m'a invité à un débat télévisuel, j'ai demandé, j'ai même exigé qu'il soit présent parce que ça me gênerait de parler de son livre à son absence. Mais on m'a dit qu'il ne veut pas assister. Avant-hier, j'étais à Mourchid jusqu'à 5 minutes près. Je suis allé parce qu'on m'a dit que Sankaré viendra. Je suis allé pour débattre avec lui. Quand je suis arrivé, 5 minutes avant le début de l'émission, il téléphone pour s'excuser. Oui, mais vous bon, je veux tout simplement dire que cet universitaire ne s'est pas assumé jusqu'au bout. Parce qu'il fallait que lui-même accepte le débat. Oui, vous, personnellement, vous avez répondu par écrit. Mais on a vu d'autres qui n'ont pas répondu par écrit, qui ont demandé autre chose. Et les gens soupçonnent quelque part qu'il y a des positionnements par rapport à l'islam où les gens pensent que l'islam appartient à eux seuls. Mais c'est pas une religion pour tous les Sénégalais aussi. Mais c'est tout à fait normal quand on touche la constitution du Sénégal, les gens ont bougé, ils ont brûlé des trucs, ils ont brûlé des maisons. C'est normal parce que la constitution n'appartient pas qu'aux constitutionnalistes de l'université. Ça appartient au peuple sénégalais. Une religion appartient à une masse, pas seulement à des intellectuels. Donc quand vous parlez de ce domaine-là, qui est tout à fait particulier, il faudrait aussi s'attendre à cela. Qu'il y aura parmi les interlocuteurs certainement des intellectuels qui ne feront que prendre la plume. Moi personnellement je prendrai ma plume, je l'attends devant un micro, pas autre chose, mais un autre peut faire autre chose parce que lui il se dit étant musulman on m'a blessé et il essaiera de répondre par ses moyens. C'est ça le problème. Là aussi c'est une donne qu'il faudra que n'importe qui écrit sur un problème de société le tienne en considération, d'autant plus que lui-même l'a dit. Mais pourquoi? Je crois qu'il ne faut pas oublier. Parce que aussi, quand on analyse un phénomène, il faudrait aller jusqu'au bout. Il faut dire que lui-même a dit que j'ai eu des problèmes en Algérie parce que j'ai dit quelque chose de ce genre. J'ai écrit le livre il y a très longtemps, mais je ne voulais pas le publier parce que des amis m'ont demandé de ne pas le faire parce que ça allait avoir des problèmes. Pour dire donc qu'il s'attendait lui-même. Donc, il y a quelque part quelque chose de provocateur dans le livre. C'est ça la vérité. Oui. Quelque chose de provocateur. Féline, c'est pas seulement au Sénégal que ces genres de choses se sont passées. On se rappelle en Égypte avec le défunt Nasr Ahmed Abou Zaïd, qui avait écrit un livre sur la critique du discours religieux, a pratiquement été obligé de s'exiler de son pays parce que les gens disaient qu'il faisait ce qu'on appelle l'apostasie. Je pense qu'il y a deux exemples importants. Le texte de Nasr Abou Zaïd que je connais, Nasr Abou Zaïd est un universitaire égyptien qui a écrit un texte qui s'appelait Critique. C'est le discours religieux. Critique du discours religieux et qui a été obligé de s'exiler puisque un certain nombre d'imams de Al-Azhar ont considéré qu'à travers ce texte, il n'était plus musulman. N'étant plus musulman, il ne devait plus être l'époux de son épouse
Et il a dû passer le mariage. Donc, ils ont cassé le mariage. Il a dû partir en Hollande avant de revenir. C'est un texte qui est d'une nature même totalement différente du texte du professeur Sangaré et qui s'articule sur d'autres questions. Je pense qu'il faut distinguer deux choses. Un universitaire sait qu'il habite une situation et un contexte. Donc, il n'est pas extrait de son contexte. Il comprend la société dans laquelle il vit. L'exemple que je veux donner, c'est les caricatures du prophète qui ont été publiées par Charlie Hebdo. Dans ces caricatures-là, on voyait très bien l'intention d'offenser, l'intention de dénigrer. Prendre le prophète, l'auréoler d'explosifs autour de la tête, alors qu'il n'a jamais eu ce discours-là. On voyait bien dans le contexte géopolitique et le contexte du débat sur l'islam, de quoi ça relevait, de quelle intentionnalité ça relevait sous prétexte de liberté d'expression. On est dans un contexte différent. Ce que je notais au tout début, ce qui m'a intéressé dans l'attitude de Sangaré, qui n'aurait pas été la mienne, c'est qu'il a commencé par dire « je suis musulman, je suis un croyant ». Il a commencé par dire « je suis dans la Oumma ». Et il a même limité sa neutralité axiologique. Il ne s'est pas posé en chercheur distancié. Il s'est posé en observateur dans le système de référence, appartenant au système de référence. Première précaution. Seconde précaution, il a tenté de dire, je vais faire des analogies avec la culture grecque. Et la culture grecque, un de nos pères spirituels était imbu et féru de culture grecque. Donc il raconte que Amar Samb dit de Seigneur Abdul Aziz Dabar qu'il connaissait Platon, qu'il connaissait Lucrèce et qu'il considérait même que Platon était soit un initié ou un prophète. Ces deux précautions-là, elles m'intéressent dans l'attitude du chercheur par rapport à cette sensibilité qui peut être la mienne. De mon point de vue, il a pris des précautions pour dire attention, je ne me pose pas en critique externe, j'appartiens à la même communauté de valeurs et de sens qui est la vôtre. Et même dans cette communauté de valeurs et de sens, des personnalités que vous respectez ont elles-mêmes eu une réflexion par rapport à l'apport des Grecs ou par rapport à la culture grecque. À partir de là, je ne vois pas de dimension provocatrice outre que celle de dire, celle de faire son travail. Quand vous avez lu le texte, vous pouvez dans le texte dire sur tel point, sur la chute, sur Ève et Adam, sur un certain nombre de questions. Je ne suis pas d'accord. Mais avez-vous vu des propos blasphématoires dans le texte ou une intention? Vous les avez vus? Si. Donc on reviendra dessus. On reviendra sur cette question-là. Deuxième réflexion que j'ai par rapport à ce que Bamaniaï vient de dire. Il dit que l'intéressé lui-même a dit attention, en Algérie il y a eu ces réactions, certains lui ont déconseillé de sortir le livre. Donc à partir de ce moment, il s'attendait à ce qu'il y ait des réactions plus ou moins passionnées. Donc en suivant son raisonnement, en sortant le livre, il aurait été dans une provocation. Je prends la question à l'envers. Je produis moi un ouvrage sur l'islam ou le Coran, où j'ai un certain nombre d'interrogations que j'estime légitimes que je dois avoir. Je comprends bien qu'il y a un rapport affectif par rapport au texte d'un certain nombre d'individus dans la communauté. Mais je comprends aussi que ce texte m'enjoint de réfléchir sur lui, que je comprends aussi que ma liberté de penser et de réfléchir et de produire ce que je pense moi être un savoir ou des lumières ou à mettre en débat est beaucoup plus importante dans mon acception de mon travail que le fait de savoir qu'un certain nombre d'individus auront une réaction affective et on peut le comprendre. Et c'est justement pédagogique et propédeutique de dire on a des croyances sur un certain nombre d'éléments, mais nous devons pouvoir accepter qu'il y ait une discussion sur un certain nombre d'éléments et que cette discussion se fasse à travers des arguments de savoir et de raison et pas à travers des arguments émotionnels. Quel message transmettons à la communauté si on dit attention, si vous sortez ce genre de texte, vous savez que la communauté va réagir de manière passionnée et c'est normal. Non. Je pense que ceux qui ont en charge de guider la communauté doivent dire à la communauté vous ne devez pas réagir de manière passionnée. C'est pas la réaction à avoir. Nous devons accepter le débat sur des principes qui nous fondent, sur des principes sur lesquels nous fondons notre foi. Et la réaction à avoir, justement, si la foi à l'iman doit nous amener à l'ihsan, la rectitude, si c'est un chemin d'amélioration de soi, si c'est un chemin de montée en humanité, si au-delà de la verticalité, il y a de l'horizontalité, c'est-à-dire que ça, elle doit parfaire nos comportements, dans les messages que nous transmettons, nous devons aussi dire que nous devons pouvoir accepter le dialogue, y compris dans ce qui nous heurterait, et que la réponse n'est pas la violence. Donc je ne suis pas d'accord avec cet argument de dire, puisqu'il a subodoré, suggéré, su qu'un certain nombre de réponses pouvaient être, il devait se retenir. Ce qu'on peut reprocher à Sangaré, c'est des arguments qui ne sont pas solides et des arguments qui ne tiennent pas la route, qui ne tiendraient pas la route. Et ça, faudrait-il qu'en face, justement, il y ait débat pour le démontrer. Et le texte dit lui-même que point de contrainte,
en religion, puisque le bon chemin, c'est égarer de l'erreur. Et pour distinguer le bon chemin de l'erreur, ce n'est pas la violence symbolique. Bamadiaye, beaucoup estiment aujourd'hui que le prophète lui-même, dans Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, PSL sur lui, a dit allez chercher le savoir jusqu'en Chine. Donc aujourd'hui, pour beaucoup, ce que Sangaré a apporté dans son livre, peut-être, peut aussi creuser encore davantage le savoir pour donner aux musulmans aussi des arguments plus solides de leur foi. Oui, il est évident que l'islam nous enjoint à chercher le savoir partout où l'on peut le trouver. Il est même évident que le savoir est pratiquement sacré dans l'islam, mais on parle du savoir. On parle du savoir. Les universitaires, je crois, savent bien ce que c'est que le savoir. Dans le texte, c'est ça la spécialisation. Je le regrette, moi je suis arabisant, je sais de ce dont je parle. À l'entendre, rien qu'à l'entendre, M. Sangaré arrive à peine, je vous dis, à déchiffrer quelque chose en arabe. Le département arabe dont il parle, moi je suis sorti de ce département d'arabe. Yves Marquet, dont tu parles, c'est vrai. Yves Marquet est un Français et il était mon chef de département pendant longtemps, de la première année jusqu'à l'année de maîtrise. Mais le problème n'est pas là. En tant qu'universitaire, vous le savez, si on est philosophe, on laisse carrément son domaine, on va produire un livre sur la médecine. Attendez-vous, monsieur, qu'on vous dise que, écoutez, vraiment, vous êtes entré dans un domaine que vous ne connaissez pas. Et c'est ça la réalité. C'est ça la réalité. En vérité, il faut accepter une chose. En tant qu'universitaire, d'abord, que M. Sangaré est entré dans un domaine qu'il ne connaissait pas du tout. La preuve, les multiples erreurs, banales même, qu'un élève du CM1 arabe, un bon élève ne le ferait pas. Il les a faites. Moi, j'ai relevé ça dans ma contribution. C'est au débat de démontrer qu'il ne connaissait pas ce domaine. On l'a montré au débat. C'est au débat de le démontrer. Mais ce que vous semblez oublier, quand on s'adresse à une masse, il n'y a pas que les intellectuels, mais le débat, il devient un débat multiple. Parce que vous vous adressez pas seulement... Quand il a fait, par exemple, je vais vous le dire, lui-même a dit qu'il a fait, ses écrits, il les avait fait dans un bulletin universitaire, mais là, il n'y a pas eu de problème, parce que c'est le niveau, c'est le milieu. Il n'y a que le débat. Il s'adresse à des intellectuels, ils peuvent répondre intellectuellement. Mais quand maintenant tu publies un livre, tu le rends public, alors toi, tu décides que le débat soit public. Maintenant, quand le débat est public, il y a... Attention, monsieur, il faut accepter qu'il n'y a pas au Sénégal que des intellectuels. Ça, vous le savez très bien. Les intellectuels constituent une minorité au Sénégal. Les intellectuels comme vous, c'est rare qu'on a entendu beaucoup de gens comme vous qui parlent. Ceux qui viennent... Mais non, c'est tout à fait le contraire. Je vous assure. Vous intellectuels. Non, le premier soir... Je dis vous avez parlé, mais on n'a pas vu beaucoup d'hommes comme vous en train de parler. Il y a d'autres qui ont pris des radios qui ne connaissent pas de rien. Peut-être ce que vous ne savez pas, Dieu seul sait, Dieu seul mes témoins. On a eu, avec d'autres, je vous assure, des jeunes qui ont appelé le soir même, quand ils ont eu les premiers éléments sur le livre, on va faire une descente. Des gens, on ne peut pas vous dire les efforts que les gens ont déployés pour amener ces jeunes à ne pas agir. Nous l'avons dit, écoutez, nous sommes au Sénégal. Tout ce que vous voyez jusqu'à présent, moi-même personnellement, j'ai participé à un débat à Rufisque. C'était ça, on apportait des réponses intellectuelles. Là-bas, ce qu'on a essayé de faire, c'est de sortir une déclaration. On a dit à personne, faites une marche, allez brûler sa maison, allez le tuer. Non, c'est pour éviter ça. Et vous savez que dans d'autres pays, ça ne se passe pas comme ça. Donc, plutôt, il faut se féliciter du climat qu'il y a au Sénégal, des réponses, parce que jusqu'à présent, il n'y a eu que cela. Il n'y a eu que cela. D'autres qui le disent maintenant, il faut le comprendre. Parce que c'est lui qui a décidé de rendre public son discours. Quand le discours de l'université sort de son enceinte pour venir dans le champ public, alors là, il n'y a plus, vous ne pouvez plus exiger qu'il n'y ait que des réponses universitaires. Parce qu'on ne s'adresse pas qu'à des universitaires. C'est ça le problème. Il a décidé de produire un livre qu'il vend, donc qui est devenu public. Si c'était une contribution au niveau de l'université, je peux garantir que quelle que soit la gravité des propos qu'il aurait tenus, il n'y aurait jamais eu de problème. Parce que là, il s'adresse à un milieu universitaire, des gens qui peuvent répondre par ces armes. Mais quand vous décidez de vous adresser à tout le monde, alors que vous êtes sûr que tout le monde n'a pas les mêmes arguments intellectuels que vous, mais attendez-vous à d'autres réponses qui ne seront pas des réponses intellectuelles. Oui, mais qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui, Félix Sarr, pour qu'on garde cette sérénité au Sénégal, ce débat intellectuel qui a fait aujourd'hui pratiquement l'image du Sénégal à travers le monde, à travers un pays un pays de tolérance, un pays de dialogue interreligieux, un pays de dialogue religieux?
Je pense que l'un des premiers arguments, c'est peut-être que M. Bamba Ndiaye, donc j'apprécie la démarche qui a été la leur, de dire il y a eu des velléités, nous les avons calmées. Mais je trouve que ce n'est pas aller suffisamment loin. Aller suffisamment loin, c'est de dire qu'y compris quand le débat est public, il a des règles, il a une déontologie, il y a des limites à ne pas franchir. J'écris un livre que je sors de l'espace universitaire, donc je l'offre en débat. Mais le débat, c'est quoi? Le débat, ce n'est pas d'être dans mon amphi, le débat, c'est de me répondre sur les arguments de mon livre. C'est ça le débat. Le débat, c'est que j'ai pris la peine d'écrire un ouvrage, lisez-le, et ce qu'il y a à l'intérieur, contredisez-le. Puisque j'ai pris la responsabilité de le mettre sur la place publique, je m'attends à ce que l'on contredise le contenu de mon ouvrage. C'est ça le débat. Un certain nombre d'individus se sont levés sur la base de déclarations qu'ils auraient entendues, sur la base d'une lecture qu'ils auraient fait de ce qu'il aurait dit. Je ne sais pas si vous avez vu l'émission de Tunkara, de A à Z, où Tunkara lui demande: est-ce que vous avez remis en cause le mihraj? J'ai venu tout juste après moi. Voilà, il dit non. Est-ce que vous avez remis en cause le mihraj? Les gens disent que vous l'avez remis en cause. Il dit non, je n'ai pas remis en cause. J'ai dit que dans la Grèce antique, il y a eu Parménide qui a eu un épisode. Non, mais ça c'est autre chose. Est-ce que c'est vrai ou pas? Le fait, c'est qu'un certain nombre de griefs qui étaient portés à son encontre étaient des griefs que l'on se relayait. La rumeur avait vite enflé et qui n'était pas fondée et qui n'était pas dans son ouvrage. Donc là, on n'est plus dans le débat. J'espère qu'il y a une petite manipulation en temps. Non, je continue. Deuxième élément, c'est-à-dire que ce que j'aurais apprécié, j'ai bien entendu votre discours sur la spécialisation. Effectivement, je ne suis pas docteur ou médecin. Je n'ai pas les connaissances de gens qui ont fait 20 ans d'études en médecine. Si je rentre dans ce débat, je suis moins outillé. D'accord. Ça, je vous le concède. Je suis un philosophe. J'ai le droit d'appréhender le religieux à travers la philosophie. Oui. Je suis un anthropologue ou un sociologue. J'ai le droit d'appréhender le religieux à travers l'anthropologie et la sociologie. Je ne suis pas obligé d'être un arabisant, je ne suis pas obligé d'être sorti du département d'arabe. Et j'ai le droit de prendre mon outillage, qui est un outillage des sciences humaines et sociales, et l'appliquer sur ce texte qui est polysémique, dans lequel il y a de la psychologie sociale, dans lequel il y a énormément de dimensions qui sont liées à notre commune humanité, et les entrées, elles sont multiples. Donc je n'adhère pas à l'idée de dire que, puisqu'il n'est pas arabophone tel que vous l'entendez, il n'a pas le droit. Et justement, la réponse la plus simple à cela, c'est de démonter ces arguments un à un. Ça a été fait. C'est de démonter ces arguments un à un et ça clôt le débat. C'est-à-dire qu'il y a deux choses importantes. Il y a deux choses importantes. Il y a le fait que, si nous voulons approfondir l'esprit de tolérance dans ce pays, le débat, quand il est universitaire, il y a un certain nombre de règles et de codes que les universitaires respectent. Je le concède. Quand il sort dans la sphère publique, il y a des leaders d'opinion sur un certain nombre de questions qui ont, à mon avis, la responsabilité de dire à tout le monde qu'après tout, il y a aussi un certain nombre de règles et de codes que nous devons mettre en œuvre, y compris quand la question touche une question qui est sensible pour nous. C'est-à-dire que si on avait entendu la plupart des voix dire nous estimons que quel que soit ce que ce monsieur ait dit, nous ne devons pas A, B, C, D, là nous aurons adhéré. Cela a été fait. Non seulement cela a été fait, mais aussi, non, M. Sarr, dans votre critique, je crois que pour aller loin, pour vous-même pousser cette démocratie au Sénégal, il faudrait faire les critiques de part et d'autre. Il faut accepter que Moussa Sankhare a manqué de courage, franchement. Moi, je pense qu'un universitaire doit avoir le courage de ses idées, très sincèrement. La preuve, quand il dit « je n'ai pas dit ceci », les éléments sont là. Des éléments sonores, des éléments qu'il a lui-même écrits, où il a dit clairement ce qu'il a réfuté aujourd'hui. Donc, ce n'est pas courageux. Parce que là, quelqu'un qui fait comme ça, vous savez, les gens ne sont pas des fous, hein. Ils peuvent lire dans les visages. Quelqu'un qui est sérieux et qui ne l'est pas. Moi, je suis sûr que s'il avait écrit avec son livre, avec un maximum d'honnêteté intellectuelle, de manière très sincère, et avoir après le courage de défendre ses idées de manière sincère, il n'y aurait eu aucun problème. Mais jusqu'à présent, jusqu'à l'heure où je vous parle, Moussa Sankhare, c'est lui qui fuit le débat. Mais que parlez-vous d'un universitaire qui fuit le débat? Qu'est-ce qu'il a dit dans le journal? Je ne parle pas avec Ndongol Dara. À partir du moment où toi, tu t'adresses à une société, et tu dis toi-même, tu te situes dans une tour d'ivoire en tant qu'universitaire, très en haut de la société, tu dis que non, je ne vais pas discuter avec les Ndongol Dara, et tu invites les gens au dialogue. Ce n'est pas possible. Il appartient aux universitaires eux-mêmes de descendre de leur piédestal, de trouver la masse là où elle est,
de lui parler son discours, d'accepter de discuter avec elle. Mais si vous restez en haut pour dire que je ne discute pas avec la masse, parce que moi j'ai des agrégations, et vous osez produire des livres qui est truffés d'erreurs, mais ma foi, acceptez-la, que ce n'est pas un travail universitaire, très sincèrement parlé. Le débat se poursuivra peut-être, il n'est pas encore terminé, ça nous permet aussi d'aller dans le deuxième point de nos débats. On revient sur les choses basiques au Sénégal, politique, avec cette histoire de congrès au Parti Socialiste. On a vu ce qui s'est passé entre Ousmane Tanor-Dieng et Sertal Sall, au congrès où la candidature aurait été retirée, où elle-même dit que sa candidature est encore présente. Quelle analyse peut-on faire aujourd'hui du Parti Socialiste, de son fonctionnement? Non, peut-être même de la démocratie sénégalaise et de la démocratie à l'intérieur des partis. C'est-à-dire que nous n'avons pas constaté une culture de débat à l'intérieur des partis. Nous constatons généralement que les chefs de parti restent très longtemps, que des fois ils organisent leur succession, des fois ils ne l'organisent pas, et que ces partis qui sont censés être les porteurs de la démocratie ont un déficit interne de démocratie. Ça, c'est un fait. Je veux dire, on aurait bien souhaité que ce débat-là aille au bout, qu'il y ait une démocratie interne, qu'il y ait des débats internes et qu'à l'issue, une option l'emporte sur une autre. Donc, on a vu que Aïssata Tall avait commencé, mais qu'apparemment, finalement, les primaires n'auront pas lieu et le débat n'aura pas lieu. Mais bon, actuellement, c'est le PS qui fait l'actualité. Mais je pense que si on prend pratiquement la majeure partie ou tous les partis sénégalais, on se rend compte que dans leur histoire, dans leur culture, il y a souvent une figure tutélaire qui est là, et après elle, c'est le désastre. Et rarement ces figures organisent à l'intérieur du parti la coexistence de plusieurs tendances, la coexistence d'un débat interne, et qui fait la vitalité donc démocratique. Donc ça, je pense que c'est un reproche que l'on peut faire à pratiquement tous les partis actuels, qui fait que le renouvellement de génération des élites se fait très lentement. Nous voyons les mêmes figures depuis 20-30 ans. Je dirais ça, c'est un problème sérieux. Et ce qui fait que ce qui constitue la vitalité d'un parti, c'est les options de politique économique, les options de projets de société qui doivent être discutées à l'intérieur, ne se font pas jour et ne sont pas au devant de la scène. Donc ça, c'est un réel problème de la démocratie sénégalaise. Est-ce que cela est dû à une question de culture des Sénégalais vis-à-vis de la gestion des partis politiques, ou bien est-ce que c'est parce que les Sénégalais eux-mêmes, dans le très fond, ne sont pas des démocrates au fond? C'est une très bonne transition, M. Alassane Samba Diop. Tout à l'heure, nous parlions de religieux, on pense que c'est des gens enfermés, des intégristes et tout. Mais vous vous rendez compte que toute la société sénégalaise est après comme ça. On sort de ce domaine, on rentre dans la politique, on voit le même enfermement. C'est même plus grave. Moi, je pense que, comme il l'a dit, je partage tout à fait son analyse. Je pense qu'il y a un déficit de démocratie interne. Pourquoi? Est-ce que c'est dit aux Sénégalais eux-mêmes? Oui, non, c'est un problème de culture. Parce que qui sont nés, ils ont été élevés dans la dictature. Non, je veux dire que nous galvaudons souvent le fait que depuis 1700, nous votons. C'est vrai. Les partis existent au Sénégal depuis très longtemps. Avant même ma naissance, j'entendais parler du bloc démocratique sénégalais, d'autres SFIO, etc. Mais ça ne suffit pas. Cette démocratie, nous ne voulons pas. C'est ce que je dis, hein, la cultiver. Moi, j'ai vécu dans les partis. Je sais qu'il n'y a pas de démocratie interne. Pourquoi il y a plusieurs partis au Sénégal? Parce qu'il n'y a pas de démocratie interne. Finalement, les gens s'enferment dans le parti. Tu ne peux rien faire sans la volonté du chef. Tu ne peux pas avancer. Le chef est toujours là, inamovible. Il ne bouge pas. Et finalement, les gens ne peuvent plus. Ils sortent. Pourquoi? Il faut aussi le chercher dans notre culture. Cette tendance vers un truc patrimonial, je crois, nous pousse parce que jusqu'à présent, même l'État, nous le concevons comme cela. Moi, j'étais ministre, j'ai eu beaucoup de problèmes avec ma propre famille. Quand ils me disent, il faut faire, même jusqu'à présent, il faut aller faire ça parce que tu le dois au président de la République. Mais je dis, mais écoutez, je ne lui dois absolument rien. Moi, je suis un Sénégalais, un patriote. Moi, je crois que quand quelqu'un me nomme ministre, il doit voir mes compétences. Est-ce que je suis compétent pour remplir telle charge? Si oui, il m'appelle. Si je remplis la charge, il peut me laisser à ma place. Sinon, et c'est terminé. Quand cela se termine, c'est fini. Mais les Sénégalais ne voient pas les choses comme ça. Ils voient un lien, je ne sais pas, patrimonial entre quelquefois le chef d'État et les autres. Et ça, je crois que c'est une idée. Les intellectuels ont beaucoup à travailler sur ces questions. Nous n'avons pas travaillé à approfondir notre démocratie dans l'esprit des masses. Parce que jusqu'à présent, ils disent malgré que le fait que nous soyons dans une république, les gens continuent
à croire que le président de la République bourre là. Et ça, ils le disent de manière tout à fait banale, mais en vérité, ils l'ont intériorisé. Et c'est ça aussi qui marche. Et même malheureusement, tu retrouves la même chose, le même réflexe chez les intellectuels. Prenez n'importe quel parti. Soit on laisse son fils en partant, ou soit si vous partez immédiatement après, c'est le fils, ou quelqu'un que vous désignez. S'il n'y a pas eu accident de parcours, c'est vous qui désignez celui qui doit vous succéder. Et non, jamais les militants. Moi, je dis, concernant le PS, qu'ils ont raté un grand rendez-vous de l'histoire. Moi, franchement, à un moment, j'étais content de voir que le PS est en train d'initier quelque chose de très important. Quand Maître Aïssata Tall a déclaré sa candidature, c'était des symboles. D'autant plus, c'était une femme. Ça, c'était un symbole qu'il ne fallait pas rater. Il fallait laisser passer. Mais finalement, quand on a arrêté le processus, je me suis dit, c'est dommage pour le Sénégal. Parce que il faut qu'on apprenne quand même à évoluer. Mais regardez, c'est pareil dans tous les partis politiques du Sénégal. Dans les syndicats également, il n'y a aucune démocratie interne. Je leur disais souvent, vous réclamez une démocratie au niveau de l'État, alors qu'au niveau des partis, il n'y a pas de démocratie. Et ça ne peut pas évoluer comme ça. Philomène, est-ce que c'est pas parce que dans les familles, on n'éduque pas les gens à la démocratie, à partager? Est-ce que la façon même d'éduquer les enfants ne fait pas qu'aujourd'hui, grands, ils reproduisent ce qu'ils ont appris dans la famille, la dictature? Non, peut-être pas le terme dictature, mais je pense qu'il y a deux éléments. M. Ndiaye a parlé de bourg et a mis le point sur les représentations que nous avons de l'autorité et qui sont des représentations qui empruntent ou bien qui s'enracinent dans une tradition de féodalité et où nous ne concevons pas le président de la République comme quelqu'un ayant une fonction et une charge qui lui est dévolue par le suffrage, mais comme étant une autorité dont les prérogatives émaneraient même, je ne sais pas, peut-être dans nos représentations les plus profondes, de droits divins ou de choses de ce genre. Même de l'expression Wolof dit Yalla moy joxe nguur. Donc même si vous votez pour quelqu'un, on considère que c'est un don du ciel, que c'est une prérogative qui lui a été octroyée par le ciel et que c'est le ciel qui va mettre fin, qui mettrait fin à cette prérogative-là. Donc là même, on se dessaisit dans un élément de souveraineté. Nous avons des sociétés qui sont fondées sur des cultures, des sociocultures qui sont composites. Il y a ce qu'on peut appeler la culture négro-africaine, sur laquelle est venue se rajouter la culture arabo-musulmane, sur laquelle est venue se rajouter la culture dite occidentale. Mais dans les tréfonds de nos structures sociales, effectivement, il y a l'autorité de la parole distribuée. Et nous savons que dans nos sociétés, la parole n'est pas également distribuée. Il y a des avantages et il y a des inconvénients. Il y a des avantages dans le respect des aînés, dans le respect des structures sociales, ainsi de suite. Il y a des inconvénients dans la limitation du débat, dans le fait que les uns et les autres ne sont pas éduqués à donner leurs opinions, à les confronter, ainsi de suite, et qu'il y a souvent une parole autoritaire qui s'impose, même si elle n'est pas éclairée, jusqu'à la limite. Mais le sentiment que j'ai, c'est que le processus, qu'on le veuille ou non, est en cours. C'est-à-dire qu'on ne peut plus être dans une forme d'autorité verticale de la parole fondée soit sur la gérontocratie, soit sur une autorité émanante de la tradition, et que notre société est travaillée par différentes dynamiques. Et que ces dynamiques-là font que nous sommes encore en train de chercher un modèle de vivre ensemble. Et j'entends mon interlocuteur dire les intellectuels. Mais j'aimerais peut-être signaler à ce point de mon propos que je ressens, contrairement à ce qu'il dit, une charge violente contre les intellectuels dans ce pays. Pas dans le sens de leur dire réfléchissez, prenez en charge nos problématiques, dans le sens de leur dire vous n'avez pas la légitimité de tenir ces discours, votre discours se fonde sur un ordre qui s'inspire d'une culture qui n'est pas la nôtre, et à partir de là, nous proposons qu'il y ait un changement d'ordre du discours, et peut-être que votre discours n'a pas eu la portée qu'il devait avoir. Nous devons le changer par un autre discours qui se fonde sur un autre ordre. Dans l'affaire de Sangaré, vous me demandiez de pousser l'analyse loin. Quand je pousse l'analyse loin, au-delà de la réaction émotionnelle, j'ai observé un certain nombre de réactions très intéressantes, mais qui tentaient à dire il y a une faillite des élites dites occidentalisées, et ces élites-là doivent libérer l'espace pour laisser d'autres types d'élites prendre le dessus. J'ai le sentiment que ce débat-là est en cours ici, et que dans les années à venir, on aura un débat de société, sur le modèle de société. Et donc, et en plus, dans ce débat-là, on est en train
de dire ces élites-là qui ont fait leurs études en Occident ne sont pas légitimes pour parler au nom des Sénégalais, puisqu'ils ne représentent pas la culture sénégalaise. Et on oublie que ce qui semble être le nouveau référent n'est pas fondamentalement notre référent. C'est un référent qui nous est venu à partir du XIe siècle. Et qu'il faut qu'il y ait un débat sur ce que veut dire la culture sénégalaise, sur ce qu'est l'identité sénégalaise. Et que cette identité religieuse dont on se réclame, on pourrait objecter qu'elle n'est pas fondamentalement. Et qu'est-ce que l'identité? Est-ce que c'est une notion dynamique? Est-ce que c'est une notion en mouvement? Et qu'au fond, ce qui se profile, c'est de tenter de délégitimer le discours, les universitaires. Nous devons tous faire notre autocritique sur un certain nombre de points. Ça, je vous le concède. Sur notre exigence, sur la manière dont nous menons notre travail. Mais délégitimer le discours des universitaires du fait qu'ils sont universitaires, délégitimer le discours des intellectuels du fait qu'ils sont intellectuels, parce que la connotation du terme intellectuel est en train d'être chargée négativement, énormément négativement. À mon avis, ce sont des éléments sur lesquels nous devons réfléchir dès à présent. Ça mène un débat de fond, hein, cette bataille que même des intellectuels dits occidentalisés et des intellectuels dits arabophones, parce qu'il y a un débat qui se pose. Mais est-ce qu'aujourd'hui, pour parler de la universitaire justement, cette violence qu'on voit de manque de démocratie dans les partis politiques, c'est pas le prolongement de cette crise universitaire, ce qui se passe à l'université? Mais absolument, mais on n'ose pas affronter le débat, franchement. Mais je pense que c'est très réducteur de penser que c'est une tranche de la société qui est comme ça au Sénégal. Il y a un débat de fond qu'on n'a jamais osé aborder. Moi, ça a toujours été mon discours. En vérité, quand moi je parle des universitaires, je ne veux pas seulement dire les universitaires occidentalisés, même des universitaires arabophones qui vont en Arabie Saoudite, qui reviennent avec leur toge, leur truc, je dis que ces gens-là aussi ont failli. Moi, je crois que tout universitaire qui va apprendre le savoir ailleurs que dans son pays, quand il revient dans sa société, il y a forcément un problème d'intégration qui se pose. S'il ne réussit pas son intégration, cet universitaire-là sera beaucoup nuisible, qui ne sera utile pour la société. Et malheureusement, au Sénégal, des deux côtés, hein, on le remarque, des deux côtés. Il y a des intellectuels arabophones qui n'arrivent pas à s'intégrer dans la société sénégalaise, vous l'avez vu, parce qu'ils ne s'entendent pas avec ceux qui tiennent l'ordre religieux ici. Ils ont une autre façon de voir. Je pense que ces intellectuels ont des problèmes d'intégration. Il y a aussi des intellectuels occidentalisés. Maintenant, ce qui aggrave le problème des intellectuels occidentalisés, parce qu'il faut l'accepter aussi, c'est la réalité, depuis notre indépendance, ils sont accaparés le pouvoir et malheureusement, ça ne bouge pas. Donc, ils sont forcément devant la scène parce que ça ne bouge pas. Et donc, dans l'autocritique que nous faisons, je crois qu'ils doivent être les premiers à se remettre en cause. Malheureusement, au moment où nous attendons à ce que ces intellectuels se remettent en cause, on entend des discours comme celui de Sankara. Moi, je ne discute pas avec des Ndongol Dara. Ça, vous savez que... Est-ce que je pense que c'est le prolongement de ce débat aujourd'hui des crises dans les partis politiques, de confrontation entre intellectuels occidentalisés et arabophones, qui se poursuit en filigrane à l'université aujourd'hui, où on a une crise qui est là, patente, où les gens n'arrivent pas à s'en sortir, où les étudiants aujourd'hui exercent la violence au lieu d'exercer de la connaissance? On a une crise structurelle, elle est multiforme. Dans l'université, il y a une crise de référence, il y a une crise de valeur, il y a une crise de la responsabilité étatique qui, sur un certain nombre de points, aurait dû prendre ses responsabilités et faire ce qu'il doit faire. Il y a une crise du modèle de référence universitaire. C'est-à-dire, c'est quoi le savoir? Quelle est sa fonction dans la société? Quelle est sa fonction dans l'aventure individuelle? Et des étudiants doivent être des apprenants et la valeur principale doit être l'apprentissage. Okay. Mais pour que cet apprentissage-là puisse avoir lieu, faudrait-il que ces apprenants se reconnaissent dans la figure des maîtres qui doivent être là et ils reconnaissent une certaine déontologie. Je me rappelle, il y a un certain nombre d'années, quand nous étions étudiants, qui étaient les figures de la réussite qui nous inspiraient. Ce n'est plus le cas. Il y a même une crise des références dans notre jeunesse. Donc le problème est multiforme et ça mériterait un débat. Mais ce que j'aimerais dire à mon interlocuteur, à mon avis, la faillite est d'abord une faillite des politiques qui ont eu en charge les destinées de ce pays depuis les indépendances. Les intellectuels ont leur rôle à jouer, mais j'aurais bien aimé qu'on ait une option intellectuelle claire. C'est-à-dire que on aurait bien aimé que les princes, que les rois soient des philosophes ou qu'ils soient conseillés par les intellectuels. Ça ne me semble pas avoir été profondément le cas. Ça ne me semble pas avoir été profondément... Il y a des ruptures en un intellectuel comme Cheikh Anta Diop, qui savait parler à la masse, qui savait parler à la masse, qui et qui savait traduire ces problématiques dans un langage accessible à la masse. Son option n'a pas été l'option dominante pour le Sénégal. Donc, je n'ai pas le sentiment que les intellectuels ont dirigé ce pays. J'ai le sentiment que justement, ils n'ont pas... Non, c'est pas parce qu'il y a eu un modèle occidental
qui a été le modèle de la langue, de l'administration, du choix linguistique. Mais ils n'ont pas été associés à la session du pays. C'est pas eux qui ont dirigé ce pays. Mais c'est M. Alassane. Non, le premier président était un agrégé de grammaire, le deuxième président est sortant un administrateur, le troisième c'est un avocat agrégé de ceci et cela, professeur d'université. Ce sont encore des universitaires qui sont là. C'est que malheureusement, le problème est multiforme, comme vous le dites. Quand ils arrivent au pouvoir, c'est vrai, ils changent de toge. Ils sont politiques. Et de discours. Ils sont politiques parce que les deux, vous le savez, se tiennent. Les universitaires aussi produisent un discours politique. Cheikh Anta Diop, vous avez bien donné son cas. Je suis bien d'accord avec vous. Cheikh Anta Diop fait partie de ces exceptions. Il y a des exceptions. Hein. Moi, quand je parle des universitaires, même occidentalisés, je pense que ce n'est pas tout le monde. Il y a quand même des exceptions qui peuvent réussir l'intégration. Mais malheureusement, ce n'est qu'une infime minorité. Et comme je le dis, c'est valable pour ce type d'intellectuel, mais c'est valable aussi pour le... Je crois même qu'il faut déconstruire le terme universel occidentalisé. C'est un terme qu'il faut déconstruire. Voilà, le temps que nous avons malheureusement terminé, Feloun Sarr. Je rappelle que vous êtes écrivain, universitaire, doyen de faculté, et que nous étions aussi avec Bamba Ndiaye, qui est journaliste, ancien ministre chargé d'affaires religieuses sous Abdoulaye Wade. Ce débat est un débat important, surtout celui aujourd'hui qui oppose les intellectuels dits occidentalisés et les intellectuels dits arabophones. C'est un débat qu'on devra poser pour en parler un peu, pour éclairer davantage les Sénégalais. À la technique, Marie-Justine Diogo, micro Alassane Samba Diop. Bon dimanche à tous.